Je voudrais inviter Joseph Rouzel à rejoindre maintenant la tribune. Sans doute, nombre d'entre vous, vous ne serez pas surpris de le retrouver justement à cette tribune. Joseph Rouzel, éducateur spécialisé et psychanalyste, vous connaissez sans doute certains de ses ouvrages, publiés tantôt chez RS, tantôt chez Duno. Vous connaissez en particulier le travail d'éducateur spécialisé, éthique et pratique. La quatrième de couverture de cet ouvrage rend un hommage superbe à ce métier d'éducateur. Par exemple, les éducateurs, je cite, ont développé auprès des exclus du système un savoir-faire inégalable, à côtoyer chaque jour la souffrance et le mal de vivre. Ils ont acquis un savoir sur l'humain qu'il est temps de mettre en forme et de faire connaître. Au-delà de cet hommage, Joseph Rouzel nous suggère aujourd'hui une réflexion sur nos manières de prendre soin de l'enfant en protection de l'enfance. Prendre soin, nous dit-il, c'est prendre des risques. Quels risques? De quoi parle-t-on? Merci de bien vouloir nous éclairer. Bon, je ne sais pas si je vais pouvoir vous éclairer. De toute façon, on ne voit pas très clair, là. Il y a du monde, hein? Oui. Ouais, c'est ça. On est un peu ébloui. Oui, mais c'est le public qui est éblouissant. Ouais. Non? C'est joli. Ça me rappelle une phrase de Freud qui racontait que... Ah bah, tant qu'on y est, hein, on va pas lésiner. Hein, bon. C'est l'histoire d'un gamin. Sa mère vient de quitter la chambre où il allait dormir, et puis il lui dit j'aime bien quand tu parles parce que ça fait de la lumière. Voilà, je trouve peut-être que le lumineux il est de ce côté-là. Voilà. Alors je remercie vraiment les collègues du CNAEMO de m'avoir invité. Ça m'a toujours fait drôle cette histoire de A, M, O. C'est une histoire d'amour, non? Je ne sais pas qui est A et qui est O, mais enfin A, M, O, ça nous dit des choses. Alors c'est peut-être mes oreilles d'analyste, d'Anne, bon, ou de poète, je ne sais pas, qui me fait entendre des drôles de trucs, mais enfin bon, on sait bien quand même que dans nos boulots, j'ai longtemps été éducateur spécialisé, puis ensuite j'ai mal tourné parce que je suis devenu formateur et psychanalyste, mais on sait que dans nos boulots, la clé du travail, je crois que Sophia qui parlait tout à l'heure nous en livre quelque chose, c'est des histoires de rencontres humaines quand même. Je crois que si on oublie c'est quelque chose d'aussi essentiel, je pense qu'on peut tout foutre à la poubelle parce que sinon on va quadriller le travail social à partir de quoi? De grilles. Quand on fait des grilles, on est grillé, hein, ou de statistiques. Alors, je ne suis pas d'accord avec Yvan, je ne sais pas où il est. Bon, je ne voulais pas polémiquer, mais il y a quand même une question sur la question de l'évaluation qui a été soulevée ce matin, qui me paraît fondamentale. Non, la dignité humaine ne rentre pas dans les chiffres. Je suis désolé, vous ne ferez jamais rentrer ça dans les statistiques. Alors, c'est quand même une véritable question, à savoir comment on va rendre compte du travail, c'est-à-dire faire reconnaître ce travail. N'attendez pas des financeurs, de l'ARS, des administrateurs, de connaître a priori le travail que vous faites les uns et les autres. Donc il y a un véritable effort, je m'excuse parce que partout où je vais, j'insiste là-dessus, il y a vraiment un enjeu de ces professions. Il y a un véritable effort à faire pour... Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas donner des chiffres, parce qu'on a inventé des machines qui se nourrissent de chiffres, hein, ça s'appelle les ordinateurs, alors les administrateurs aiment beaucoup ça, alors ils font des jolis camemberts, des histogrammes, etc., puis on met des couleurs, tout. Enfin, bon, c'est des conneries, hein, bon. Non, je dis c'est des conneries, mais en même temps, bon, ce matin, je ne sais plus quel concept a utilisé Yvan, qui était très précieux, mais il y avait il y avait quelque chose de la ruse, en tout cas, dedans. Il faut être rusé, parce que si vous ne donnez pas les chiffres, on va vous fermer la boutique. Alors, il faut donner des chiffres, mais en même temps, il faut subvertir ces commandes-là. Je vais vous prendre un exemple très simple. Il y a un paquet d'années, une bonne trentaine d'années, je travaillais en toxicomanie,
Et je pense que c'est encore comme ça aujourd'hui. Ce sont des budgets non décentralisés, donc des budgets d'État, et renouvelables annuellement. Alors la première année, on venait de monter la boutique, on était cinq collègues, et on reçoit une feuille de l'INSERM. C'est un truc, vous l'étalez, ça fait 1 mètre de large, avec des colonnes. Les personnes habitent chez les parents, au CHRS, sous les ponts, ont tel niveau scolaire. Enfin, on avait des tartines comme ça. Puis vous faites les totaux, 0 plus 0 égale la tête à Toto, tout le monde le sait. Et puis vous faites des beaux camemberts, que tout le monde sait d'ailleurs. Vous avez en gros 70% d'hommes et 30% de femmes. Mais enfin, quand vous mettez ça avec des couleurs, ça fait joli, quoi. Bon, première année, on n'avait pas le temps, on était pris par les nécessités du boulot, on n'avait pas le temps de faire mieux. Deuxième année, on dit, bon, on va faire effectivement ce travail de statistique, sans quoi, bah, évidemment, on passerait à côté. Mais on va leur donner quelque chose qu'ils ne nous ont pas demandé. Chaque collègue a pris, on était 5, chaque collègue a pris 2 cas cliniques et montré comment ça avait bougé ou pas bougé, enfin, qu'est-ce qui s'était passé pendant 1 an. On s'est dit peut-être qu'on va se planter, mais on sera en accord avec ce qu'on fait. Et on envoie ça à la direction régionale. Et la responsable régionale des services de toxicomanie nous téléphone en disant « J'ai reçu votre rapport d'activité, et alors écoutez bien, c'est la première fois que je comprends ce que je fais. » Parce que cette femme qu'on prenait pour une conne, finalement, effectivement, dont le boulot était de représentante de l'État dans la région, d'administrer des textes, de distribuer du pognon, etc., eh bien, elle comprenait que ce travail qu'elle faisait, qui est fondamental, relais de l'État dans la région, eh bien, au bout de la chaîne, il y avait des jeunes qui étaient dans la merde et du travail qui avait été fait. Et ça, c'est pas dans les chiffres que vous allez le trouver. Alors, je vous invite, à quoi? À raconter des histoires. Depuis ce matin, là, regardez, on raconte des histoires. Il n'y a rien de plus humain. J'ai pris tout un tas de notes, mais je suis parti sur autre chose comme d'habitude. Enfin bon, c'est pas bon. Qu'est-ce que vous voulez? Ouais, c'est peut-être l'histoire de AMO. Je n'ai toujours pas résolu la question. Alors, en discutant avec Jean-Louis hier, parce que c'est ta faute si je suis venu aussi. Hein, bon, c'est toi le responsable. Et ben, il m'a dit, il y a des collègues qui ont dit qu'il y avait trop de psy dans les journées. Alors j'ai compté, il y en avait que 2. Hein. Il y avait Yvan ce matin, et puis moi, qui suis psychanalyste, je reste dans le syntagme psy, mais c'est peut-être intéressant d'ailleurs de se dire que la question du psy n'est pas que la question des psys. D'ailleurs, c'est une chose, à mon avis, beaucoup trop précieuse pour la confier uniquement aux psys. Beaucoup de gens pensent que l'origine de ce mot-là, qui vient du grec, il faut aller se faire voir chez les Grecs de temps en temps pour comprendre ce qu'on raconte. Hein. C'est le terme de psyché. Alors beaucoup de gens traduisent ça par âme. Mais si vous faites un bond de 2500 ans en arrière, vous verrez que pour les Grecs, ça ne veut pas dire grand-chose, ça. Non, ça veut dire précisément le souffle. Ça, c'est important, le souffle. Alors, il y a des gens dont c'est le métier, plus particulièrement, d'accompagner, de soutenir, de soigner des gens qui sont à bout de souffle, qui sont essoufflés. Je pense qu'une bonne partie du travail, dans le travail de la protection de l'enfance, relève de cela. Hein? Donc vous voyez en quoi, d'ailleurs, lorsque je le pose comme ça, c'est pas, il n'y a pas une spécialité des psys en tant que tels. Alors, excusez-moi, je reste assis parce que j'étais à Mayotte il n'y a pas longtemps, il y a une saloperie de virus qui m'a attaqué par surprise. Et alors, il est venu me squatter. C'est un peu dégueulasse. Ça ne devrait pas exister des machins pareils. Voilà. Non, mais je suis un peu flagada, mais j'ai tenu à venir parce que bon, je suis un fidèle des travaux de l'AMO. Je trouve qu'il y a un véritable travail d'élaboration. J'étais à Strasbourg, je ne sais plus, il y a 3-4 ans, un truc comme ça, hein, Strasbourg. Et puis bon, j'accompagne souvent dans des supervisions, notamment des collègues de l'AMO. Je me balade beaucoup, je ne fais pas que me balader parce que le mot-clé qui a été prononcé tout à l'heure, le terme de transmission, je pense que ce n'est pas une mince affaire et je pense que c'est notre affaire à tous, même si c'est une transmission, à mon avis, impossible, ou transmission d'impossible. Alors j'étais justement à Nouméa où travaille le camarade Yvan.
Et c'était les premières, je sais plus, il y a 4-5 ans, c'était les premières rencontres du travail social de l'océan Indien, des choses tout à fait passionnantes. Et un chef communautaire kanak, qui s'appelle Simon, m'a expliqué que pour construire une case, eh bien, il faut d'abord planter un poteau, et c'est autour de ce poteau, qui finalement fait le lien entre le ciel et la terre, hein, c'est autour de ce poteau qu'on va construire l'armature de la case. Et il le disait de façon symbolique, c'est-à-dire que pour tenir ensemble, eh bien, il faut cet effet de poteau central, de totem si vous voulez. Alors ça pose une véritable question, à partir de quoi allons-nous nous soutenir les uns et les autres, non seulement dans notre vie, mais dans notre travail? Qu'est-ce qui fait point d'appui? Et je vais essayer de... J'ai combien de temps, au fait? Parce que ça va être long. Hein. Non, ça ne va pas être trop long. Je peux le faire en 2 minutes, hein, mais... Et demi, ce serait mieux. 2,5, oui. D'accord. Parce que ça ne va pas être très long. Il faudrait que l'on termine à midi précise. Il est quelle heure? Il est 11h30. Oh. Donc, on a une demi-heure qui pourrait inclure des échanges. Faut qu'on discute un peu aussi. Ouais. Alors, parfait. Ouais, très bien. Bon. Je mets ma montre entre nous. Alors, c'est gentil entre nous. Hein, il faut toujours remettre les monstres à l'heure. Hein. Alors, je pourrais faire ça à coup d'équation, mais ça va être un peu compliqué. Alors, oui, là, la question, qu'est-ce qui nous tient ensemble, finalement? C'est une véritable question. Quel est le totem? Quel est le totem de l'humain? Je pensais à ce que disait Faisal tout à l'heure, l'histoire du pôle Nord, ça m'intéresse bien. Il y a une phrase de Deligny, je ne sais pas si vous la connaissez, il était à quelques jours de mourir, il y a un journaliste de l'Humanité qui est venu le trouver et qui a essayé de comprendre qu'est-ce qu'il fabriquait avec les enfants autistes à côté de Ganges. Et puis il a passé 2-3 jours, et puis il a été voir Deligny en disant « mais je ne comprends rien du tout, il y en a un qui court à poil les papillons, un autre qui tripote la flotte pendant des heures, mais qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous fabriquez ?» Et Deligny lui dit « mais ici on fabrique de l'humain ?» Et il ajoute « vous savez, c'est beaucoup plus compliqué que d'organiser une expédition en chien de traîneau au pôle Nord. » Ça c'est pour Faisal. Ici on fabrique de l'humain, on devrait marquer ça à l'enseigne de toutes les institutions. Alors qu'est-ce qui tient l'humain, cet animal un peu particulier quand même, hein, qui est apparu à peu près il y a 2 millions d'années? Alors qui a fait le coup, ça? Bon, je vous laisse à vos croyances. Hein, Dieu, les dieux, la déesse araignée, enfin tout est bon pour expliquer quelque chose qui est totalement inexplicable. La question est la même pour chacun d'entre nous. Où étiez-vous quand vos parents ont fait l'amour? Vous vous en rappelez? Ah, je vois qu'il y en a qui... Non, bon. Mais c'est la même question, ça veut dire que notre armature, finalement, notre pilier central, comme disait Simon, c'est quelque chose d'une totale vacuité. C'est que nous sommes construits sur quelque chose qui se présente comme un vide. Oh merde, je vous casse la baraque, là. Hein. C'est une véritable question, parce que ça veut dire que les êtres humains ont été obligés de s'inventer des dieux et des transcendances, si vous voulez, pour se supporter les uns les autres, pour produire du social. Et donc ça pose la question de quelles sont les transcendances. Alors on en a eu tout un stock, hein, les dieux, les dieux animaux, les dieux de la nature, etc. On en a un nouveau là, qui est apparu il n'y a pas très longtemps, les droits de l'homme. Je pense, je vais très vite, hein, excusez-moi. Je pense à un travail extrêmement critique, non pas qu'il ne faille pas les droits de l'homme, mais il y a un travail extrêmement critique qu'on doit au philosophe Alain Badiou, qui nous dit, est-ce qu'on peut universaliser la question de l'homme? Est-ce que l'homme existe en tant que tel? La femme aussi d'ailleurs, et l'enfant. Hein, ça c'est une véritable question. À mon avis, on ne peut s'en sortir que sous une forme paradoxale, c'est-à-dire de penser comment, dans quelque chose de très étrange, on ne saura jamais ce que c'est que l'humain en tant que tel. On ne saura jamais ce que c'est. Comment, dans une forme transcendante, il y a quelque chose qui nous unit, nous les humains, partout sur Terre, mais en même temps, ce qui nous unit, c'est en même temps ce qui nous divise. C'est-à-dire qu'il n'y a de droit, et je pense que c'est un des points d'articulation du travail de la protection de l'enfance, il n'y a de droit que, dit Badiou, de la vérité du sujet.
Je ne sais pas si vous voyez, c'est-à-dire que l'universel, c'est le fait qu'il n'y en a pas deux sur Terre qui sont foutus pareil. Alors ça, c'est un véritable paradoxe. Hein. Ça veut dire que, puis, bon, on voit bien que sous le registre, sous l'appellation de droits de l'homme, on s'est permis quand même de faire la guerre d'Irak, etc. Enfin bon, je crois qu'il y a quand même à questionner quelque chose qui a l'air d'aller de soi, comme ça, hein, mais qui ne va pas de soi. Et alors, je voulais... Bon, je ne vais pas vous renvoyer aussi Foucault, Althusser, Lacan, enfin bon, il y a un certain nombre de penseurs qu'on ferait bien déterrer d'ailleurs, parce qu'ils ont mené une critique tout à fait saine de cette idéalisation, on va tous s'aimer, etc. Bon, je ne sais pas, moi, quand je regarde la télé, que j'ouvre les journaux, je me dis, il y a un truc quand même, hein. AMO. Bon, on ne sait toujours pas qui c'est. L'être humain n'est pas cet être débordant d'amour pour son prochain. Merci Papy Freud quand même. Bon. On lui prêtait une dose de pessimisme, je ne crois pas. C'est une certaine lucidité. Hein. L'être humain veut non seulement exploiter sexuellement son prochain sans son consentement, l'exploiter dans le travail en payant le moins cher possible, ça je vous renvoie quand même à la réalité. Et puis il ajoute, comme si ça ne suffisait pas, il veut le martyriser et le tuer. Ça fait un peu froid dans le dos quand même. Et il termine par un adage latin qu'on doit au poète Martial, Homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme. Vous voyez comment je prends la question à l'envers. Ça veut dire que ce qui nous tient ensemble, c'est sûrement pas les transcendances à partir desquelles on essaye d'habiller ce point, finalement, d'une nature humaine, j'allais dire essentiellement méchante. C'est peut-être un peu con de dire comme ça, c'est peut-être un peu extrémiste, mais ça c'est la grande découverte de Freud, à savoir que la pulsion première, c'est ce qu'il appelle la pulsion de mort, et tout le travail de civilisation qu'on fait les uns et les autres, on a la tâche tous les jours, c'est un travail de dérivation de la pulsion de mort. Autrement dit, du côté du bien et du mal, comme Yvan soulevait la question ce matin, vouloir faire de bien des autres, ça conduit souvent à la pire des tyrannies. Ça, c'est signé Emmanuel Kant. Vouloir le bien des autres, c'est la pire des tyrannies. Vous voyez comment j'interroge la question en creux. Il me semble que c'est à partir de cela qu'on peut soutenir quelque chose, c'est-à-dire comment on produit les uns et les autres un traitement de cette tyrannie inhérente à chacun d'entre nous. En une dizaine de minutes, j'aimerais vous indiquer en tout cas quelques grandes lignes de réflexion sur cette question. C'est une réflexion sur ce que Freud appelle l'enfant. Vous trouvez ça, très peu de gens connaissent ça, c'est un texte que j'ai exhumé il y a une vingtaine d'années. C'est un texte d'introduction de Freud à l'ouvrage d'un éducateur autrichien qui s'appelait August Eichhorn. Vous trouverez ça dans ce bouquin qu'on a traduit par Jeunes en souffrance. Verwahrlosjungen. Verwahrlos, c'est un terme tout à fait étonnant. Ça veut dire des enfants qu'on a abandonnés, qu'on a laissés tomber et qui se sont laissés tomber. Vous voyez comment Eichhorn, c'est une véritable trouvaille de la part d'Eichhorn, ne met pas de côté la question du sujet. Qu'est-ce qu'ils ont foutu dans cette histoire? Vous ne pouvez pas les victimiser, sinon vous passez complètement à côté. Qu'est-ce qu'un sujet, c'était l'histoire de Sophia tout à l'heure, peut faire de cette histoire, quelle qu'elle soit, aussi terrible qu'elle soit? Alors Freud nous dit, l'enfant, il ne dit pas que chacun d'entre nous, il y a un enfant qui sommeille, etc., ce qu'on raconte souvent, non? Il dit l'enfant, das Kind, et non pas ein Kind, un enfant. L'enfant dure chez nous tout au long de la vie. C'est déjà un peu bizarroïde son truc. L'enfant dure tout au long de la vie. Et l'enfant nous fait des petits coucous comme ça, des manifestations dans le rêve, dans le symptôme, dans la maladie si vous voulez, et dans la création artistique, dans la sublimation. C'est très très étrange. Il ajoute que le travail, dans ce texte, il parle du travail en parallèle des psys et des travailleurs sociaux. Ça me paraît intéressant de lire ce texte, je dirais, à la lumière des guerres des tranchées qu'on trouve encore dans certains établissements, qui n'ont strictement aucun intérêt. Il y a du boulot pour tout le monde. Hein.
Et il nous dit finalement, le boulot qu'on fait les uns et les autres, c'est le traitement de l'enfant. Parce que l'enfant en question dont il parle, c'est l'enfant terrible et merveilleux que chacun d'entre nous porte en soi. Et là, je vous renvoie à un texte de Serge Leclerc, qui est un psychanalyste tout à fait remarquable, dans un petit texte qui s'appelle « On tue un enfant ». Je ne sais pas si vous avez lu ça. Très très précieux parce que Leclerc nous donne une leçon qu'on peut appliquer dans nos boulots et dans nos vies. La vie n'est possible qu'au prix du meurtre permanent de l'enfant merveilleux que chacun porte en soi. Et il ajoute que qui ne fait et refait ce deuil de l'enfant merveilleux qu'il aurait été, reste dans les limbes et la clarté laiteuse d'une attente sans ombre et sans espoir, mais qui croit avoir, une fois pour toutes, réglé son compte à la figure du tyran, s'exile des sources de son génie et se tient pour un esprit fort devant le règne de la jouissance. Pas piqué des hannetons, hein. Ben, ça veut dire, nous dit Freud, que le traitement, c'est le traitement de l'enfant. Pulsion de mort chez Freud, jouissance chez Lacan, ça veut dire ça, c'est qu'on n'en aura jamais fini. L'être humain est un être excédé, qui déborde sans arrêt. Et on voit bien comment l'enfant en question, comme Freud le situe, il est à la fois du côté des enfants, comment on traite le débordement des enfants, mais il est aussi du côté des adultes, du côté des parents. On a tous affaire à cette dimension de l'excès et du débordement. Alors Freud nous dit dans ce... Je vais très vite, hein, allez le lire, il y a 2 pages à lire, c'est tout à fait magnifique. Hein. C'est dans cette introduction qu'il nous parle des 3 métiers impossibles, que vous connaissez sans doute cette citation, c'est-à-dire diriger, gouverner, quelques directeurs dans la salle, je sais, bon, alors ça les concerne, hein, et puis éduquer et soigner. Alors ça, dans la préface de 1925 à Eichhorn, il n'en dit pas beaucoup plus, mais il y revient en 1937, et c'est intéressant parce que il nous dit un peu pourquoi dans ces métiers, finalement, il y a de l'impossible. Parce que, dit-il, dans ces métiers, on peut être sûr d'un résultat insuffisant. Ça devrait sérieusement nous calmer sur nos volontés objectives d'évaluation, je ne sais quoi. On fait ce qu'on peut, on fait au mieux. Hein, qu'on soit parents, éducateurs, psy, etc., c'est pas de l'ordre de l'idéal. C'est pas de l'ordre de l'idéal, c'est de l'ordre d'accueillir finalement les failles de chacun, la façon dont chacun s'est construit à partir de ce qui se présente chez l'être humain. C'est ça mon totem, comme un véritable manque à être. C'est ça la fabrication de l'être humain relève justement de cette dimension de manque à être. C'est pas du côté du plus, c'est du côté du moins. L'être humain se produit dans une forme de rétractation, dans une forme de négativité. Alors je sais que je prêche à contre-courant en disant ça, mais enfin peu importe. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire encore 2-3 choses, puis on discutera. Hein. Bon, vous irez lire le texte. Hein. Hétéro-écrite après. Hein. Bon. Sur la question de l'éthique, alors, moi qui ai fait beaucoup de grec quand j'étais jeune, et je ne regrette pas parce que ça permet de mieux comprendre l'usage de la langue française. Vous savez, quand vous parlez français, à 80%, vous parlez latin et grec. Hein. Donc c'est pas inintéressant sur certains mots d'aller... Alors le terme d'éthique, on est un petit peu emmerdé parce qu'on a quiché, comme on dit à Montpellier, je ne sais pas si vous connaissez ce mot-là, on a amalgamé, on a écrasé 2 mots de la langue grecque en un seul. Ces 2 mots sont, à l'oreille, je ne sais pas si vous allez les entendre, ils sont très proches, ethos, ethos. Le premier s'écrit avec un epsilon et le deuxième avec un eta. Le premier, c'est de l'ordre de la morale sociale. Il n'y a pas de société, ça a été un petit peu dit dans la matinée, il n'y a pas de société sans normes. Il n'y a pas de société sans loi. Il n'y a pas de société sans forme transcendante au nom desquelles on impose la loi. Ça, c'est le premier ethos. Et la deuxième, qu'on a un petit peu perdu en route, et c'est pour ça que je vous conseille de réfléchir sur cette dialectique. Ce n'est pas une éthique du collectif, une éthique qui permet à chacun dans un groupe de se repérer, de s'y référer. C'est une éthique du sujet qui fait que justement,
On ne peut pas rabattre la morale sociale sur l'éthique du sujet. Je vais vite, mais c'est une véritable question parce qu'on voit bien comment, au nom de l'éthique, au nom de la morale, il me semble que dans un certain usage des droits de l'homme, on a quand même une espèce de moraline pratiquement d'origine religieuse qui est vraiment glissante. Hein. Et donc, si on fait fi de cette dimension de la subjectivité, à savoir que depuis qu'il y a des gens sur Terre, il n'y en a jamais eu deux foutus pareils, et que l'éthique vient de cette parole de vérité que chacun d'entre nous prononce. On ne peut pas dire autre chose que la vérité. Même quand un gamin vous montre un bobard invraisemblable, il dit la vérité, avec une forme qu'on appelle le mensonge. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Non, c'est peut-être pas clair ce que je raconte. C'est sa façon de dire la vérité. Nous n'avons pas d'autre possibilité de dire le vrai de chacun d'entre nous. Je terminerai sur quelques mots de conclusion pour aller vite. Nous sommes dans une civilisation dans laquelle on voit bien la question du sujet est quand même rabattue sur des objectivations, notamment on assiste à une véritable marchandisation de l'humain. Je disais à une collègue tout à l'heure, ne vous croyez pas à l'abri. Aujourd'hui, le travail social est infiltré par les mécanismes de marchandisation. Il faut être vraiment vigilant. Il y a un truc qui s'appelle les SIB, Social Impact Bonds. La sauvegarde du Nord a signé d'ailleurs. Ce sont des capitaux privés qui vont être investis dans de l'action sociale. C'est quand même pas piquer des hannetons, hein. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne pense pas que ces gens-là ont des grandes choses à foutre, ni des enfants, ni des gens qui sont dans la merde. Ils sont là pour faire du pognon. À côté de Montpellier, il y a une clinique psychiatrique qui vient d'être achetée par un consortium qui possède 14 cliniques. Je ne pense pas que les investisseurs aient grand-chose à faire des malades mentaux. Voilà, donc, soyons vigilants. Deuxième point, je le reprends, c'est d'accepter la tension entre l'éthos et l'éthos, c'est-à-dire la tension entre la morale sociale et l'éthique du sujet, la subjectivité. Forcément, c'est une mise en tension, ça ne va jamais tout à fait ensemble. Hein. Et on voit bien comment, lorsqu'on essaye d'imposer nos vues, nos projets, le PPE, le fameux PPE, on devrait réfléchir. Hein. Je vois quand même des établissements, on fait ce genre de projet dans le dos des gamins et des familles. Après, on s'étonne qu'ils foutent tout en l'air, évidemment. Hein, alors que si on était un petit peu plus respectueux de la loi nous dit, les usagers, je suis d'accord avec la remarque tout à l'heure, quand j'étais formateur à l'IRTS de Montpellier, les étudiants écrivaient usagers au accent aigu. Voilà, bon. Je leur disais, non, c'est pas une faute, c'est une interprétation, il me semble, tout à fait valable. Il y a des gens vraiment usagers jusqu'au bout, quoi, jusqu'à la corde. Donc, si vous faites chier les gens, moi je suis comme ça, vous allez voir qu'ils résistent. Alors il y a une véritable question, comment on prend en compte, au nom du collectif, la subjectivité de chacun. Ça, c'est une véritable question. Ça veut dire de permettre à chaque sujet de trouver ses solutions. Je ne vois pas de quel lieu je pourrais penser qu'il y a des bonnes solutions pour un autre. Hein. C'était la remarque d'Yvan tout à l'heure de dire c'est pas des gens à problème que je rencontre, c'est des gens qui tentent des solutions qui sont peut-être pas toujours en accord avec le social. Alors là, on a une marge de manœuvre pour faire que les solutions de chacun soient, je dirais, socialement acceptables le plus largement possible. Il y a de la marge de manœuvre quand même. Hein. Je le redis, c'est la relation qui est éducative et qui est soignante. Ça veut dire que les pratiques sociales, comme les pratiques de soins, sont des pratiques sous transfert. Ça, c'est extrêmement important. Ça implique, je vais jusqu'au bout de mon raisonnement, des questions institutionnelles et politiques. On voyait tout à l'heure l'intervention du président du CNAEMO. Hein. C'est-à-dire comment on préserve dans les établissements des espaces d'accueil, des solutions de chacun. Et ça, pour le faire, eh bien, il faut bien que les travailleurs sociaux, que les gens qui travaillent dans les institutions elles-mêmes soient eux-mêmes reconnus dans les créations, les inventions, des solutions. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une poupée gigogne. Hein. Et puis j'ajouterais lutter sans cesse contre la déshumanisation, pas que de notre secteur, mais de notre monde qui est quand même bien malade.
Et puis, restaurer le doute. Il n'y a que le doute qui permet de produire de la pensée. Et puis, dernier mot, peut-être se confier à la poésie. Alors, je vais terminer parce que j'ai amené mon livre de chevet, c'est le livre de Basho. Basho est un maître de la poésie japonaise. Vous savez, ces petits poèmes qu'on appelle les haikai, les haïkus si vous voulez, hein, qui sont composés de 17 syllabes. Voilà, je vais terminer là-dessus si vous voulez bien, parce que je pense qu'on s'en sortira que par la poésie. L'enfant pauvre s'interrompt de piler le riz pour regarder la lune. Alors je vous propose de regarder la lune ensemble. Merci. Alors il se peut que, regardant la Lune, quelques questions nous traversent l'esprit et que nous ayons plaisir à utiliser les 10 minutes qui nous restent pour dialoguer avec Joseph Roussel. Il y a 2 questions qui sont parvenues par SMS. Alors allons-y, merci. Voilà. Si on se rencontre sur la base de nos failles, de nos fêlures, comment ou pourquoi se sentir poussé à guérir, faire taire les symptômes, à réparer ce qui ne marche pas chez les enfants, les personnes que l'on accompagne? Oui. Ouais, c'est une bonne question. Hein. Ah ben on la voyait là. Oui. Je suis con, moi, je veux que... Non, mais... Si, mais je suis con, je sais. Ouais. Depuis hier matin, je suis... Mais l'intelligence des techniciens fait que eux, ils sont capables de comprendre ce que nous attendions et du coup, ils ont agrandi les... Ils sont géniaux. Pas mal, hein. C'est bien la technique. Hein. Ouais, bah bien sûr que c'est une question... cette fureur sanandi, là, c'est une vieille expression. Ça veut dire qu'on est obligé d'interroger dans ces métiers particulièrement, les métiers de l'humain. Qu'est-ce qu'on leur veut à ces gens-là? Je ne suis pas sûr que le fait de guérir ou de vouloir guérir soit quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Parce que c'est toujours du lieu d'une représentation idéalisée de la santé psychique, sociale, etc. Autrement dit, c'est du lieu de ce qu'on estime être bon pour nous, qu'on veut le bien de l'autre. Vous voyez un peu comment ça se reboucle là. Alors effectivement, il y en a d'autres qui arrivent, ça va trop vite. Là. Prendre soin, c'est prendre le risque de regarder ses besoins et de faire avec les manques. Faire avec ce qui manque, c'est prendre soin de se servir de ce qu'on a. Notre travail pourrait alors être prendre soin des manques. Ah ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est juste sur prendre soin de ce qu'on a que je tiquerai un petit peu. Je reviens sur la question de l'amour, AMO. Ouais, comme disait Lacan, l'amour c'est donner ce qu'on n'a pas, justement. C'est pour ça que je disais que la colonne vertébrale, c'est justement quelque chose qui a à voir avec le manque. Appelez ça comme vous voulez, hein, la perte, le pas-tout, etc. Et on voit comment on a une pente quand même assez naturelle dans le travail social à en rajouter. Il faut faire des choses, etc. Je ne suis pas sûr qu'il faille faire des choses en tant que telles. Il faut y être. Et on n'y est que du lieu de ce qu'on ne comprend pas, du lieu de ce qui fait énigme pour nous. Dans son texte, Freud nous dit que notre boulot, finalement, le premier travail, c'est de s'approcher de l'énigme de l'enfant. C'est étrange. Ratzel. L'énigme de l'enfant. Nous sommes des énigmes vivantes, voilà. Alors, des énigmes vivantes, ça veut dire qu'on ne comprendra jamais et que, sans doute, la question du manque, c'est ça qu'on partage le mieux. Alors, prendre soin des manques, mais ça voudrait dire que l'on renoncerait à cet objectif de réponse aux besoins, par exemple. On va aller déjeuner, imaginez que le restaurateur ne prenne soin que des manques. On mangera quoi? Oui, mais c'est pas la même chose, le manque en termes de besoins. Donc, on n'est pas du tout sur ce registre. On n'est pas sur ce registre-là. Bien sûr qu'il faut bouffer, sinon vous êtes dans la merde au bout de 15 jours. Bon, ça peut être un choix, mais bon... non, bien sûr. Là, c'est un manque physiologique. Je parle du manque d'un point de vue psychique sur lequel nous sommes construits, auquel aucun objet ne peut correspondre.
Ça, c'est important à entendre. D'accord. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dérive les objets de la matérialité. Il y a des gens qui bouffent trop, qui boivent trop, etc. En se disant on va peut-être arriver à combler ce manque-là. Mais ce manque, il est de structure. C'est pour ça que l'image du pilier central de la case dont parlait Simon, elle est fondamentale. Ce pilier central, il est vide. Il est vide. C'est notre faiblesse, en même temps notre richesse, quoi. Oui, vous avez raison, il faut nuancer. Vaut mieux aller bouffer. Je vous souhaite bon appétit quand même. Une prise de parole dans la salle, peut-être, oui. Le micro peut arriver. On fera une seule prise de parole parce que l'heure tourne, mais allez, allons-y. Je vous en prie. Oui, bonjour. Je me permets juste un peu, vis-à-vis de vos propos, notamment de la pulsion de mort et tout au niveau des enfants. Je voulais juste un peu les pondérer, en tout cas, notamment avec une revue qui a été publiée en 2007 par Amine et collaborateurs, qui mettait en évidence que dès 6 mois, en fait, les enfants ont plus tendance à s'orienter vers des comportements bienveillants envers des comportements qui nuiraient à autrui, en fait. Ça n'a pas pu démontrer avant, pour l'instant, scientifiquement, mais j'aimerais juste savoir un peu comment ça peut être articulé vis-à-vis de la pulsion de mort que vous parliez avant, et cet attrait en fait envers la bienveillance. Excusez-moi, mais on a vraiment du mal à entendre ici. J'ai pas bien compris. J'ai eu des difficultés. Tu as entendu, toi? Pas tout. Désolée. C'est possible de reformuler? Oui. Oui, bien sûr. Juste, en fait, il y a certaines études qui ont mis en lien que dès 6 mois, l'enfant a un attrait vers la bienveillance envers autrui. Et comment vous pouvez mettre en lien avec la pulsion de mort que vous parliez avant? La question des normes. Attrait vers la Non, bienveillance. Comment mettre en lien l'attrait vers la bienveillance? Je deviens sourd comme tous les vieux, là. C'est terrible. Alors, comment on met en lien la pulsion de mort et quoi? Et en fait, l'attrait de base des enfants vers la bienveillance envers autrui. Moi, j'aime pas ces mots-là, la bienveillance, la bientraitance. Foutez ça à la poubelle, parce que... Non, mais je déconne pas. C'est que l'envers. On nous a emmerdés depuis 10 ans là, avec la bientraitance. J'en ai fait des stages et des stages. J'ai fait plein de formations. Mais c'est que le point de recouvrement, c'est l'écran de ce qu'on ne veut pas voir, que nous sommes d'abord animés par la pulsion de mort. Ça, je sais que c'est radical ce que dit Freud. Oui, donc, mettons ça à la poubelle. Du coup, ça pose la question, comment allons-nous traiter dans nos vies, dans nos institutions, cette question du débordement? Vous voyez comment je le prends? Et il me semble que ces mots-là, finalement, ne sont que des cache-misères. Bon, c'est ce que je pense, en tout cas. En gardant la question ouverte. Il me semble que c'est... Vous citiez Althusser tout à l'heure, il me semble que c'est lui qui disait l'idéologie, c'est quand la réponse précède la question. Peut-être que finalement le travail social aurait pour objet d'essayer de ne pas faire précéder. Ouais.